Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 24 juin. Bienvenue sur 8 Mont-Blanc. Tout de suite, les titres de ce journal. Des collégiens qui entrent dans l'histoire de la Haute-Savoie. Une délégation s'est rendue ce mercredi aux archives départementales du département de Haute-Savoie, donc pour y déposer 160 documents de collégiens retraçant leur vision du confinement. Emmanuel Jaude s'est rendu sur place. Le second tour des élections municipales approche, mais que se passe-t-il quand il n'y a aucun candidat à la succession du maire sortant? C'est la problématique de la commune de Saint-Sylvestre dans l'Albanais. Un reportage lui est consacré dans ce journal. Après 6 semaines sans public, les médiathèques d'Annecy ouvrent de nouveau leurs portes. Vous allez pouvoir choisir un livre, un CD ou encore un DVD en rayon et utiliser les postes informatiques. Le retour des documents, par contre, s'effectue toujours dans les boîtes prévues à cet effet. Seul le nombre de personnes à l'intérieur du site devra être limité. 200 collégiens sont sur le point d'intégrer le patrimoine haut-savoyard. Ce vendredi, une délégation de l'établissement scolaire des Allobroges de La Roche-sur-Foron était reçue au siège des archives départementales. L'objectif, devenir partie prenante de l'histoire du territoire. Emmanuel Jaude s'est rendu sur place. La cérémonie est symbolique, pourtant par ce geste de don au service des archives départementales, ces élèves sont sur le point de rentrer dans l'histoire. Car en effet, autant ne pas attendre pour documenter notre époque et tous ses chamboulements. Pendant la Première Guerre mondiale, l'archiviste départemental a collecté des témoignages d'instituteurs sur ce qui se passait au jour le jour dans les communes de Haute-Savoie. Donc il y avait déjà cette sensibilité au témoignage à chaud par les archivistes. Mais c'est vrai que là, dès le début du confinement, en fait, un ensemble de collègues archivistes départementaux s'est tout de suite mobilisé pour se dire on va vivre quelque chose de tout à fait unique, de tout à fait hors de l'ordinaire. Et si on peut en garder des traces vives, humaines, on va le faire, voilà. Que ce soit par le biais d'un dessin, d'une image ou d'un manuscrit, ils sont donc près de 200 à avoir livré leur regard sur le confinement. Autant de documents qui peuvent toutefois contenir des informations relatives à la vie privée. Dans ce cadre, ils ne seront consultables qu'à l'issue d'un délai de 50 ans, soit à partir de 2071. Je pense que ça donne du sens aux élèves pendant le confinement, justement, de pouvoir aussi peut-être réfléchir sur ce qu'ils vivent, de mettre par écrit ce qu'ils vivent. Et c'est vrai qu'ils ont pu mettre en œuvre plein de disciplines, donc c'est ça qui est aussi beau. Et puis peut-être leur donner aussi l'impression qu'ils sont aussi un peu des acteurs de l'histoire, puisque forcément, ils vont représenter un peu les jeunes de Haute-Savoie dans les fonds des archives. Donc on sait qu'un jour ce sera lu. Donc c'est ça que je pense qu'ils en ont pris conscience aussi. Du coup, c'est émouvant aussi de voir que comme ça, ils se sont pris au jeu et qu'ils ont participé à cette belle opération. Il s'agit là également d'une vraie opportunité pour les enseignants qui ont vu en cette initiative une chance de porter leur projet pédagogique sur de nombreuses compétences, alliant des notions d'histoire, de géographie, de français ou encore d'enseignement moral et civique. Écoutez, c'est un travail qui a accompagné le retour des élèves au collège. C'est un travail qui a servi de transition vers un retour un peu plus, on l'espère, à la normale. J'espère que le fait d'avoir déposé des documents, le fait que quelques élèves soient venus aujourd'hui aux archives laissera peut-être une trace aussi dans leur esprit et les incitera peut-être à revenir dans ce bâtiment à la découverte du passé. D'ailleurs, tous les Hauts-Savoyards sont également invités à déposer leur témoignage sur le confinement. Pour cela, il suffit de remplir un formulaire de participation sur le site des archives départementales. Les températures grimpent cette semaine, de quoi inquiéter les personnes les plus vulnérables. Alors la ville de Carouge en Suisse a décidé d'ouvrir en cas d'épisode de canicule le centre des promenades. La salle climatisée pourra accueillir toutes les personnes souffrant de la chaleur. Les clubs de sport ont dû cesser brutalement leur activité avec le confinement et c'est un véritable challenge aujourd'hui pour eux de se relancer économiquement. Alors le milieu sportif aixois a décidé de lancer une cagnotte en ligne pour donner un petit coup de pouce au club. En ligne avec nous, Sébastien Grelet, le président de l'association Aix-Maurienne Savoie Basket qui est à l'initiative de la cagnotte. Bonjour. Bonjour. Combien de clubs souhaitez-vous aider avec cette cagnotte ? Alors aujourd'hui, on est un collectif de 18 clubs aixois et les 18 principales associations sportives aixoises ont répondu à ce collectif. Comment se portent ces clubs aixois en ce moment ?
C'est pas facile pour nous parce que depuis le 12 mars, tout est à l'arrêt. On fait plus de compétition, on fait plus d'entraînement, on fait plus de championnat. Et surtout, on n'a pas pu faire nos manifestations de fin de saison qui sont généralement très rémunératrices et qui nous rapportent beaucoup d'argent pour préparer la saison future. Et donc, c'est pour ça qu'on a lancé cette cagnotte parce qu'aujourd'hui, on n'est pas tous certains de pouvoir repartir dans de bonnes conditions au mois de septembre. Cette cagnotte, elle est ouverte seulement aux sportifs ou aussi aux particuliers qui ont envie de vous aider? Elle est ouverte au plus grand nombre, j'ai envie de dire. D'abord aux Aixois, parce qu'on va s'adresser aux 11 000 licenciés aixois qui, s'ils veulent continuer à pratiquer du sport de bon niveau et dans des bonnes conditions à la rentrée, ils peuvent nous donner un petit coup de pouce. Mais j'ai envie de dire que c'est ouvert à tout le monde et toutes les donations sont les bienvenues. Où en est-on justement aujourd'hui sur cette cagnotte? Combien avez-vous récolté? Alors, pour l'instant, je ne peux pas vous le dire parce qu'on a dit qu'on ferait un point par semaine. On a lancé la cagnotte lundi, donc on n'a pas encore une semaine écoulée complète. Mais j'espère que les premiers retours médiatiques, le grand lancement qu'on a fait au Golf d'Aix-les-Bains lundi et des émissions comme la vôtre vont nous permettre de se faire connaître très rapidement. Alors, si on ne connaît pas ce chiffre aujourd'hui, au moins jusqu'où vous voudriez aller? C'est compliqué. Alors, avec les autres présidents d'associations, on se dit, si chacun des 11 000 licenciés d'Aix-les-Bains donnait 10 €, vous voyez ce que ça pourrait faire, plus de 100 000 €. Mais voilà, on ne sait pas. Aujourd'hui, on s'est pas fixé d'objectif. Ça serait prétentieux de se fixer un objectif. Par contre, on s'est dit qu'on allait au moins jusqu'à fin septembre. Et si on voit qu'on n'est pas capable de repartir dans de bonnes conditions ou si certains clubs veulent continuer la cagnotte, on continuera la cagnotte après le 30 septembre. Alors très concrètement, comment cet argent va être réinjecté dans les clubs? Alors, il va être réparti à part égale entre tous les clubs qui participent à ce collectif. C'est-à-dire qu'on a décidé que ça soit une cagnotte solidaire jusqu'au bout. C'est-à-dire que la somme, on prendra la somme et on la divisera par le nombre de clubs qui participent à ce collectif. Donc ça, c'est vraiment la volonté d'avoir une cagnotte solidaire. Et après, chaque club répartit l'argent selon ses besoins? Exactement, il y aura peut-être des gens qui en auront besoin pour continuer à embaucher un éducateur, d'autres qui voudront relancer des manifestations. Par exemple, moi au basket, je souhaite relancer des manifestations très vite dans le début de la saison, comme notre tournoi 5-5 ou notre tournoi 3-3 qu'on n'a pas pu faire au mois de juin. Donc cet argent va nous permettre de relancer très vite la machine. Merci beaucoup Sébastien Grelet d'avoir répondu à ces questions. On vous souhaite une très bonne continuation. Merci. J-4 avant le second tour des élections municipales. Ce dimanche, vous pouvez voter pour élire votre maire, mais toutes les communes n'ont pas cette chance. Le village de Saint-Sylvestre dans l'Albanais n'a aucun candidat à la succession du maire sortant. C'est un reportage de Thibaut Cordier. Ce bureau, Pierre Frelick va bientôt l'abandonner. Le 28 juin prochain, il quitte ses fonctions de maire de Saint-Sylvestre. C'est donc la dernière ligne droite. Il y a des dossiers notariaux, des certificats d'urbanisme. Il faut que je fasse vite pour que les personnes ne soient pas inquiétées par la suite. Après 19 années à servir sa commune, dont 6 en tant que maire, l'homme de 70 ans est maintenant fatigué. Dès janvier dernier, il annonce à son équipe qu'il veut se retirer, mais tout ne se passe pas comme prévu. En général, c'est un adjoint ou un conseiller municipal qui prend la suite du maire sortant, et puis chez nous ça n'a pas été le cas, donc je ne m'y attendais pas. Par la suite, il y a quelques conseillers en discussion autour de la table du conseil municipal qui ont dit nous on veut bien repartir pour un nouveau mandat, mais à l'intérieur de cette équipe, personne ne s'est désigné non plus comme maire. Ça m'inquiète un peu de voir que il n'y a pas un conseil avec un maire qui a pris la suite. Pour moi, c'était la voie royale pour partir. Il faudra continuer à nettoyer, désinfecter. Dans moins d'une semaine, cette mairie sera donc à moitié vide. Une situation exceptionnelle aussi pour les secrétaires qui doivent assurer la continuité. Il faut penser à la cantine, il faut penser à la rentrée future, il faut penser au déneigement futur. Donc du coup, oui, c'est compliqué. Saint-Sylvestre regroupe 7 communes. Sans maire, ce sont près de 7000 âmes qui sont bientôt orphelines. Qui sait qui est capable, qui veut s'engager. Je connais quelqu'un, je ne me souviens plus de son nom, mais qui voulait s'engager. Mais
comme il n'était pas à la retraite, il avait besoin de temps libre au niveau de son travail. Il ne l'a pas eu, donc il a décliné la possibilité d'être maire, quoi. C'est un village avec beaucoup de hameaux. Alors il n'y a déjà pas un centre. Alors là, ça va encore être un peu plus... les gens vont être encore un peu plus isolés, quoi. Il n'y aura pas une vie de village, quoi. Ce sera fini. Au lendemain du second tour des municipales, le 29 juin, une délégation de la préfecture de Haute-Savoie prendra en charge la commune. Elle aura alors 3 mois pour désigner un maire parmi les habitants. Et c'est le même constat du côté de la commune de Perron. Aucun candidat ne s'est proposé pour prendre la suite du maire sortant. Reportage de Jean-Paul Crespi. La commune de Perron malmène son exécutif municipal. Dans cette commune de 2700 habitants, aucune liste, aucun candidat pour briguer le poste de maire. Privés d'élections municipales, les électeurs ont pourtant retrouvé leur premier magistrat, une semaine seulement après le premier tour des élections. L'ordonnance du 26 mars 2020, promulguant la période d'urgence sanitaire, demandait aux maires qui avaient quitté leurs fonctions d'assurer la bonne gestion de la commune pendant cette période si particulière. Un retour aux responsabilités, une longue parenthèse qui prendra fin le 1er juillet. Ah oui, ça restera comme un souvenir. Je ne sais pas si on ne va pas le classer dans les bons souvenirs, ça c'est clair. Mais ça restera un souvenir. Mais cette crise restera un souvenir pour beaucoup. Parce que c'est grâce ou à cause de cette crise qu'on en est là. On nous a bien compliqué la vie pour des choses que, à part, il me semble, un manque de conscience. Je ne crois pas que les élus soient des inconscients. Et je pense qu'on était tout à fait à même de faire beaucoup plus simplement des rentrées de classe, des rentrées de centres de loisirs, de mettre en place la cantine, etc. Voilà, je trouve qu'on nous a complexifié les choses d'une façon importante. Le 1er juillet au matin, le préfet devra nommer une nouvelle délégation spéciale chargée d'administrer la commune et d'organiser de nouvelles élections, à l'issue desquelles le conseil municipal pourrait être renouvelé si une liste complète se présente à ces élections partielles. C'est dommage d'ailleurs qu'il faut des crises pareilles pour retrouver une certaine cohésion collective. Et j'ai beaucoup apprécié le dévouement de bon nombre de Perronnais. J'en veux pour preuve l'association Perron Solidaire, qui fabrique encore d'ailleurs des masques de très bonne qualité. On a mis la salle des associations, la maison des associations à disposition. Ils ont 80 environ bénévoles qui travaillent presque tous les jours, en se relayant bien entendu. Voilà, j'ai apprécié ça. Et donc, ce qui fait que malheureusement, il faut des époques comme ça pour qu'on retrouve un peu cette cohésion, qui nous manque terriblement les autres jours. Depuis le 15 mars, la commune tourne au ralenti. En dernier recours, et si aucun candidat ne postule, le préfet devra prononcer la dissolution de la collectivité. Collectivité qui sera rattachée à une commune voisine. Et c'est pour éviter sa disparition que le maire sur le départ devrait présenter une liste à ses élections programmées pour le mois de septembre. Un autre état d'urgence qu'il refuse désormais, soucieux de maintenir sa commune dans la République. Pour la commune de Douvaine, en revanche, pas de souci. 3 candidats sont encore en lice pour le second tour des élections municipales ce dimanche. Nous vous proposons de les découvrir dans ce reportage signé Victoria Lopez. Des milliers de voitures traversent Douvaine chaque jour. La mobilité, un enjeu central pour les 3 candidats toujours en lice pour le second tour des élections municipales. Au premier tour, Claire Chouinard, adjointe au maire sortant, est arrivée en tête avec 40,87% des suffrages. Elle a ainsi devancé Olivier Barra, conseiller de l'opposition, de 57 voix, et Francis Colzon, qui obtient plus de 22% des votes. Les projets de la piscine et de la future maison de santé sont les principaux dossiers qui devraient mobiliser la future équipe dans cette ville de près de 6000 habitants. Douvaine à tout cœur, c'est avant tout une équipe formidable, composée d'élus expérimentés qui savent conduire les dossiers, qui en ont conduit de nombreux, comme le jardin où nous nous trouvons aujourd'hui, et la MJC, qui est un bâtiment extrêmement économe en énergie dont nous sommes très contents de sa réalisation. Et c'est aussi 19 nouveaux talents qui apportent leur énergie au service de nouveaux projets. Donc beaucoup de choses sont déjà en route, la maison médicale dont les travaux démarrent, la piscine qui se fera bien à Douvaine pour n'en citer que 2, et puis
D'autres projets, plus sur le versant développement durable, qu'il faudra conduire avec cette nouvelle équipe, les voies douces, développement des voies douces dans le village et développement de projets agroécologiques et d'agriculture durable. Pour conclure, face à la crise sociale, économique et écologique que nous traversons, nous voulons rassembler et être solidaires. Ce n'est pas un hasard si nous nous appelons Douvaine à tout cœur, c'est parce que cette équipe aime Douvaine et aime ses habitants. À bientôt. Ces 2 mandats passés au sein de la commune et de l'intercommunalité m'ont permis de voir les grands enjeux pour notre territoire et surtout nos 2 collectivités. Je suis agriculteur, j'ai 53 ans et pompier volontaire depuis 30 ans. Avec mon équipe, depuis 2 ans, nous élaborons un programme qui prend en compte tous les enjeux de la commune. Face à moi, j'ai 2 candidats qui ont été élus tous les 2 sur la même liste en 1989, autant dire au siècle dernier. Et je pense qu'à un moment donné, on est dans un changement de génération. Il faut envisager la commune autrement. C'est pour ça que nous élaborons depuis 2 ans un nouveau programme qui nous permettra de sortir Douvaine de sa léthargie et de son immobilisme. Une fois élus, nous lancerons nos projets pour améliorer la sécurité, la mobilité douce, la solidarité et l'accompagnement des enfants et des aînés, la maison médicale, la maison France Service et l'économie locale ainsi que des animations pour faire vivre la commune. Bonjour, dimanche 28 juin, vous allez voter. Pourquoi? Pour qui? Douvaine Avenir est une liste sans étiquette et participative, composée d'une équipe de professionnels dynamiques, compétente, honnête et intègre, décidée fermement à s'investir pour notre commune. Nous voulons instaurer à nouveau du dialogue, de la convivialité avec les Douvainoises et Douvainois autour d'un programme simple, clair, efficace et surtout tourné vers l'avenir. Nous avons élaboré un pacte de confiance avec vous et nous nous engageons fermement à le respecter. Ce ne sont pas des promesses électorales. Lien social, circulation, maraîcher et circuit court, sécurité. Ces 4 points seront réalisés dans le respect des finances communales, sans augmentation d'impôts. Faites-nous confiance, nous sommes avec vous, pour vous. Votez Douvaine Avenir. À Douvaine, la mobilisation au premier tour a été faible avec un taux de participation de 39,61%. Si les Douvainois se déplacent en masse ce dimanche, l'issue du scrutin pourrait donc bien être chamboulée. Place maintenant au 2e épisode de notre série consacrée cette semaine à la situation économique de la filière du décolletage dans la vallée de l'Arve. Jean-Paul Crespi s'est rendu dans la société Marcel Daillot à Maglan, une entreprise qui a vu ses commandes drastiquement chuter, vous allez le voir. On regarde. La filière du décolletage regroupe 360 entreprises en vallée de l'Arve et les 3/4 d'entre elles sont des entreprises de 1 à 25 salariés. Des entreprises familiales qui se sont construites en ne cessant de s'adapter aux demandes des grands donneurs d'ordre. Mais avec la crise du coronavirus, elles sont désormais confrontées à un effondrement de l'ensemble des marchés, sans espoir de repli sur certains d'entre eux. L'entreprise Daillot Simpa est l'une d'entre elles. Spécialisée dans le secteur aéronautique et la fabrication de pièces en petite série, elle emploie 11 salariés dans son usine de Maglan, mais la plupart d'entre eux sont au chômage partiel. Dans l'atelier, quelques machines fonctionnent encore pour assurer des précommandes avec l'espoir que ces pièces ne restent pas sur les étagères. Alors ça va mal parce qu'on a un carnet de commandes qui est vide. Et puis on communique quand même pas mal avec les confrères et on est tous dans la même situation. À peu de choses près, on ne va pas jouer au pourcentage, mais on est quasiment tous dans la même situation. Et ça ira mieux quand le carnet de commandes va se regarnir. C'est uniquement ça. Dans la vallée, on a quand même des plus grosses entreprises qui sont spécialisées dans l'automobile. Et aujourd'hui, l'automobile, ils sont à moins 80, moins 90%. Donc pour la vallée, des gens très spécialisés dans le secteur automobile, je me fais beaucoup de soucis pour ces gens-là. Ouais. Ouais. Et ils représentent quand même 60% de l'activité du décolletage. Donc oui, c'est très inquiétant. La gestion de la production est maintenant assurée au jour le jour, sans visibilité à court et moyen terme. Les carnets de commandes sont vides et les perspectives avancées semblent hasardeuses, même si 10 jours après le début du confinement, 95% des entreprises avaient déjà retrouvé une activité, assurant 40 ou 50% de leur activité. Actuellement, on chôme à 50%, plus de 50%.
Sur un parc de 15 machines, on a 5 machines qui tournent, dont 3 pour le stock. Alors aujourd'hui, on fait tout ce qu'on peut pour essayer de maintenir l'emploi en profitant des aides que nous a accordées l'État et les banques. Mais aujourd'hui, c'est une situation qui se dégrade et on n'a aucune visibilité. L'incertitude, c'est vraiment quelque chose qui nous pèse et qui nous inquiète énormément. En 1995, l'entreprise avait largement diversifié sa production pour ne plus dépendre que du seul secteur automobile. En 2017, l'acquisition de la société SIPMA lui permet de se spécialiser dans l'usinage de pièces très techniques pour l'aéronautique, devenant fournisseur de rang 1 chez Dassault Aviation et Safran. Aujourd'hui, et malgré la grande diversité de ses clients, elle attend la reprise avec l'espoir de pouvoir une nouvelle fois surmonter la crise. Et à ce propos, le président du syndicat national du décolletage devait rencontrer le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, ce jeudi pour discuter d'un plan d'aide pour la filière du décolletage. La rencontre a été annulée. Nous continuons de suivre, bien évidemment, de près ce dossier. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous à 19h pour voir le débat de l'entre-deux tours avec les candidats à l'élection municipale de Chambéry. On se retrouve demain sur 8 Mont-Blanc. Passez une très belle soirée.